L'humanité vit sa vie habituelle et mesurée. Les questions politiques majeures sont résolues à la Maison-Blanche tandis qu'au-delà de ces murs, les gens ordinaires font des projets pour demain, inconscients des changements qui les attendent. Mais un seul matin change tout. Pour des raisons inconnues, tous les porteurs du chromosome Y dans la ville meurent subitement. En d'autres termes, tous les êtres mâles, des animaux et oiseaux aux hommes, périssent. Parmi eux se trouve le président du pays. Les seuls mâles survivants sont un jeune illusionniste sans talent nommé Yorick Brown et son singe capucin de compagnie, en persan. En cas d'urgence, Regina Oliver était censée prendre la présidence. Cependant, au moment de la catastrophe, elle était à l'étranger et on n'a plus eu de nouvelles d'elle depuis. Naturellement, l'absence de leadership mène à des conséquences désastreuses. Des émeutes éclatent dans la ville alors que les femmes, paniquées, commencent à détruire tout autour d'elles, ne sachant pas comment continuer à vivre. La tension monte également au sein de la Maison-Blanche car le personnel réalise que dans 2 semaines, ils seront complètement pris au piège. Les réserves de charbon et d'eau propre s'épuiseront, la nourriture ne durera pas longtemps non plus. Les animaux ne peuvent plus se reproduire et constituer suffisamment de réserves en si peu de temps est tout simplement impossible. Et cela n'affecte pas seulement une ville, cela impactera tout le monde. La sénatrice Jennifer Brown prend les rênes du leadership. Elle est bientôt approchée par l'agent Sarah Bergen, membre de la force d'intervention secrète du président désigné 355. Sarah rapporte qu'elle a été envoyée ici en raison d'une menace réelle mais n'a pas eu le temps de recevoir des instructions détaillées sur sa nouvelle mission. Pendant tout ce temps, Yorick reste dans son appartement pour éviter de devenir une cible pour les femmes désespérées. Cependant, alors que les provisions commencent à s'amenuiser, il décide de laisser un mot à sa petite amie et de s'aventurer dehors pour évaluer la situation. En même temps, la sénatrice Brown envoie Sarah en mission pour retrouver sa fille Hero, qui n'a pas donné signe de vie depuis le désastre. Mais Hero ne se précipite pas pour se cacher dans un endroit sûr. Au lieu de cela, elle se rend dans un centre de réfugiés pour aider ceux dans le besoin, y compris l'épouse de son amant décédé. Après cela, Hero retourne au refuge où ses amis sont rassemblés. À première vue, il semble qu'il y ait encore quelques hommes survivants dans la ville, mais il devient rapidement clair que ces hommes sont nés dans des corps féminins et ont transitionné grâce à une thérapie hormonale. Par conséquent, la mystérieuse peste n'a eu aucun effet sur eux. À New York, l'évacuation commence et de lourds véhicules militaires patrouillent dans les rues. Yorick doit se cacher pour éviter d'être attrapé par l'armée. Malgré tout, il parvient à se faufiler dans un bar local pour laisser un autre message à sa petite amie. Yorick continue d'espérer qu'elle est vivante et qu'en voyant son autographe, elle pourrait rentrer à la maison. Habituellement, Yorick parvient à rester sous les radars, mais cette fois les choses ne se passent pas comme prévu. Son capucin s'échappe, forçant Yorick à le poursuivre. Le singe agité descend dans le métro inondé et disparaît dans l'eau sale remplie de cadavres. Luttant contre son dégoût, Yorick décide de le suivre, ne voulant pas perdre son seul ami. À un moment donné, Yorick pense voir un autre homme vivant à proximité, mais il s'avère que ce n'est qu'une vision. Éclairant avec sa lampe de poche, il ne voit rien d'autre que de l'eau sale. Après être sorti de l'eau, Yoro se faufile dans un magasin de vêtements pour se changer. Cependant, il ne parvient pas à rester caché. Les vendeuses repèrent le visiteur nu et se fichent de choc. L'une des femmes suggère de capturer le gars et de le remettre aux autorités pour une belle récompense, mais finalement, ayant pitié de lui, elle laisse Yoro partir en lui donnant un ensemble de vêtements propres. Le stress que Yoro a enduré le pousse presque à la folie. En regardant les vidéos sur son téléphone, il se rappelle le jour où Aerson est entré dans sa vie. En entendant la voix de son ami, le petit singe émerge de sa cachette. Le duo rentre chez lui en se sentant en sécurité, mais quand Yoro entend la porte s'ouvrir, il réalise qu'il avait tort. Quelqu'un s'est introduit dans l'appartement et il devra se défendre. S'armant d'une guitare, il se cache derrière le coin, mais il n'a pas l'occasion de frapper. Sarah s'avère plus rapide et plus forte. Elle désarme Yoro et après quelques heures, le livre à sa mère, la sénatrice Brown. Les pilotes qui ont amené Yoro à la Maison-Blanche sont enfermés. Sarah explique qu'ils ont besoin de se reposer après un long vol, mais tout le monde comprend la vraie raison. Personne ne doit découvrir que le fils du nouveau président a survécu, sinon des soupçons de conspiration pourraient surgir et mener à un chaos encore plus grand. Yoro lui-même n'est pas non plus ravi de la situation. Après s'être reposé de tout ce qu'il a vécu, il décide de regarder autour de lui, mais sa curiosité le mène presque au désastre. Dans un bureau abandonné,
Il est découvert par Mara, la veuve du président décédé. Jennifer et Sarah arrivent juste à temps et parviennent à faire croire que Mara souffre d'une dépression nerveuse. Pendant ce temps, Yoro parvient à se cacher, mais la menace planant sur les conspirateurs grandit et Sarah insiste pour que le garçon soit sorti de la Maison Blanche. La fille du défunt président essaie de découvrir exactement ce que sa mère a vu cette nuit-là. Jennifer assure à la fille que ce n'était rien d'autre qu'une hallucination, mais Kimberly soupçonne que le président Brown lui ment. Jennifer Brown demande à ses assistants de trouver un généticien qui peut examiner Yoro et découvrir ce qui s'est passé sur la planète et pourquoi lui et le Capucin ont survécu. Le président prévoit d'amener des spécialistes à la Maison Blanche, mais Sarah reste ferme. C'est trop dangereux et il doit faire sortir Yoro de la ville. L'agent est prêt à entreprendre cette mission risquée, mais cela doit être fait aussi rapidement que possible. Pendant ce temps, en Israël, une femme blessée reprend conscience. En apprenant que tous les hommes sur Terre sont morts, elle déclare qu'elle doit maintenant revendiquer la présidence des États-Unis. Nora Brady, ancienne conseillère présidentielle, est forcée d'errer avec sa jeune fille Mackenzie. Ayant perdu son mari et ses fils et se retrouvant sans aucun moyen de survie, Nora lutte pour se ressaisir mais décide finalement de se battre pour se sauver elle et sa fille. La nouvelle parvient à la Maison-Blanche que Regina Oliver, la principale candidate à la présidence, est vivante. Cela entraîne une scission parmi le personnel. Une partie reste loyale à Jennifer Brown tandis que l'autre se range du côté de Regina Oliver et Kimberly, la fille du président. Compte tenu de la situation, Jennifer n'a pas d'autre choix que d'être d'accord avec Sarah et de permettre à son fils d'être déplacé vers un endroit plus sûr. Sarah enrôle les pilotes qui avaient précédemment transporté Yoro, les motivant en leur décernant des étoiles héroïques et en promettant une gloire éternelle s'ils réussissent leur mission. Le seul moyen de faire sortir secrètement Yoro du bâtiment est dans un chariot avec des corps morts. Le garçon essaie de refuser et de trouver un autre plan, mais Sarah reste inflexible. Ils ne peuvent pas se permettre de prendre des risques et Yoro devra l'endurer. L'agent parvient à faire sortir Yoro en contrebande et le transfère à un hélicoptère. Elle a l'intention de le piloter elle-même. Un deuxième hélicoptère transportant uniquement des pilotes femmes volera en avant comme diversion. Cependant, dès que les hélicoptères atteignent une certaine altitude et disparaissent de la vue, l'hélicoptère d'escorte perd le contrôle et explose en une pluie de débris enflammés. La vue horrifie Yoro, mais Sarah reste calme, sachant que c'était le prix du silence des pilotes. Après plusieurs heures de vol, Sarah et Yoro atterrissent dans une forêt pour une courte pause. L'agent, incapable de supporter l'odeur, demande au garçon de se déshabiller. Après avoir voyagé dans le chariot avec les cadavres, il sent terriblement mauvais et il vaudrait mieux laver ses vêtements avant de continuer leur voyage. Pendant ce temps, la sœur de Yoro, Hero, part à la recherche d'un endroit sûr accompagnée de son ami, un homme trans. En chemin, il s'arrête dans un magasin pillé en espérant trouver de la nourriture, mais à la place il rencontre la terrifiée Nora et Mackenzie. En examinant la jambe de la fille, Hero remarque une blessure infectée grave et demande à Nora de lui permettre de donner les premiers secours pour qu'elle puisse continuer à avancer. De retour dans la forêt, le camp de Sarah et Yoro est attaqué par une bande de pillards sauvages. Sarah essaie de les distraire et de les calmer, mais pour éviter tout risque, Yoro met un masque et agite un bâton pour effrayer les filles, craignant qu'elles puissent ruiner leur plan. Les invités inattendus partent, mais Sarah et Yoro décident de ne pas rester sur place. Ils se dirigent vers la ville la plus proche où ils échangent un générateur d'hélicoptère et quelques grenades contre une moto. Pendant que Sarah inspecte et vérifie la moto, Yoro, oubliant toutes les règles de sécurité, court vers un endroit désert, convaincu d'avoir vu sa petite amie bête dans la foule. Cet acte insensé le fait tomber dans un piège. Il est encerclé par des policières qui arrachent son masque et découvrent son secret. Sarah doit intervenir pour protéger son compagnon. Se battant contre les officiers, elle parvient à traîner Yoro loin de là, mais dès qu'ils obtiennent un moment libre, Sarah arrête la moto pour ramener le perdant à la raison et lui rappeler l'importance de la mission qu'il avait failli saboter. Pendant ce temps, Hero, son ami et leur nouveau compagnon trouvent un abri pour la nuit dans un refuge pour femmes abandonnées. Hero confie à Nora que sa fille a de sérieux problèmes médicaux. Elle a besoin d'antibiotiques, mais les pharmacies ont depuis longtemps été pillées avec les maisons vides. Frappée par la peur et l'impuissance, Nora sort pour que sa fille ne voie pas ses larmes, mais dehors elle fait face à une nouvelle épreuve. Des femmes à cheval apparaissent dans la cour, prétendant être les propriétaires légitimes de la maison et elles ne semblent pas très heureuses des invités non désirés. Le reste des visiteurs est rapidement découvert par les femmes à cheval également.
Elles sont rassemblées dans les écuries pour se débarrasser des bouches supplémentaires à nourrir. Cependant, Nora remarque quelque chose qui pourrait les sauver. Une des femmes à cheval s'avère être blessée, et Nora demande à Hero d'examiner la fille et de fournir de l'aide. Hero fait de son mieux, mais la blessure par balle est trop grave et il n'y a rien de disponible sauf du ruban adhésif et quelques gants de caoutchouc. Des heures de chirurgie de fortune n'apportent aucune amélioration. L'état de la fille s'aggrave et le leader du gang de femmes, Roxane, décide de mettre fin à ses souffrances. À la surprise de Nora, Roxane s'avère être gentille et compréhensive. Elle invite les invités à rester dans leur maison pour la nuit et promet de fournir les antibiotiques nécessaires pour Mackenzie. Alors que le groupe suit Roxane, Hero réalise que les antibiotiques ne sont qu'une petite partie de ce que le gang contrôle. Elle possède un centre commercial entier rempli de provisions. Pendant ce temps, Sarah et Yoro continuent de se diriger vers Boston en espérant trouver la généticienne Allison Mann. Mais à l'entrée de la ville, ils rencontrent un point de contrôle militaire lourdement gardé et armé de gaz lacrymogène. Sarah propose qu'ils se séparent. Elle distraira les soldats pendant que Yoro et Empran contournent le blocus. En rencontrant les collègues de Boston, Sarah réalise rapidement que l'absence d'hommes n'a pas débarrassé le monde du crime. Les groupes rebelles attaquent constamment Harvard en essayant de s'introduire et de trouver des réponses à leurs questions. Le plan fonctionne. Pendant que Sarah occupe les soldats, Yoro se glisse dans un bâtiment de commandement pour se cacher. Cependant, là il tombe entre les mains des rebelles, risquant d'être exposé. Heureusement pour lui, les rebelles le prennent pour un homme trans et le laissent partir, lui disant même où il peut trouver son peuple, obtenir les hormones nécessaires et se cacher. Enfin, Yoro et Sarah localisent l'appartement d'Allison Mann puis son bureau à Harvard. La généticienne n'est pas très contente de voir d'étranges visiteurs, mais au moment où Yoro retire son masque, elle comprend immédiatement pourquoi ils sont là. Mann réalise qu'elle doit étudier le garçon et son capucin, mais il est impossible de travailler à Harvard. Il n'y a plus d'équipement ni d'échantillons biologiques. Par conséquent, elle suggère la seule option possible, voyager à San Francisco pour utiliser le laboratoire là-bas. Sarah accepte encore un autre voyage dangereux, mais sabote secrètement leur radio, coupant leur seul moyen de contacter le président. Elle utilise plus tard la panne de la radio comme excuse pour partir, demandant à Yoro de surveiller la généticienne pendant qu'elle trouve un autre moyen de communiquer avec la Maison-Blanche. Pendant ce temps, les luttes politiques pour le pouvoir reprennent, mais tout le monde ne se concentre pas là-dessus. Une des assistantes de Jennifer Brown, Christine, tombe malade et craint d'avoir perdu son bébé. Cependant, une échographie révèle le contraire. La grossesse progresse et il est tout à fait possible que l'enfant soit un garçon. Sarah s'introduit dans la maison d'un étranger pour découvrir que le propriétaire est tout aussi habile et dangereux que l'agent secrète elle-même. Un combat éclate entre les deux femmes, mais une fois qu'elles se permettent de parler, il s'avère que les deux intruses travaillent pour la même organisation et sont venues ici pour la même raison, trouver le propriétaire et lui mettre une balle dans la tête. Après avoir appris l'accident d'hélicoptère, Jennifer est folle d'inquiétude, mais Christine essaie de la calmer. L'équipe de recherche a rapporté qu'elle n'a trouvé les corps que de 2 pilotes. Le soulagement ne dure pas longtemps. Le président réalise que Sarah a très probablement mis en scène l'accident pour éliminer les témoins inutiles. Une pensée terrible la frappe. Yoro est en compagnie d'une criminelle dangereuse et on ne sait pas ce que Sarah pourrait lui faire. Regina Oliver, la principale prétendante à la présidence, est amenée à la Maison-Blanche. Profitant de cela, Kimberly commence à comploter un coup d'État pour se débarrasser de la détestée Jennifer Brown et finalement voir le pouvoir elle-même. Pendant ce temps, Allison Mann avoue à Yoro qu'elle n'est pas confiante quant au succès de ses recherches. Elle ne sait pas s'ils auront les ressources pour découvrir pourquoi les hommes sont morts ou s'il sera même possible de faire revivre l'espèce masculine. Une chose est certaine, des temps difficiles attendent à la fois Yoro et son capucin. Bientôt, ils deviendront des sujets d'expérimentation. Sarah revient au bureau et propose qu'ils partent. Pour une raison quelconque, elle ment à Yoro en prétendant qu'elle a parlé à sa mère et qu'ils ont maintenant la permission de voyager à San Francisco. Le trio se met en route pour leur voyage, ignorant qu'une patrouille militaire circule déjà autour de la ville avec la photo de Sarah. Pendant que les femmes attendent une fenêtre sur entre les déploiements de gaz, Yoro décide de visiter l'endroit dont les rebelles lui avaient parlé, une communauté de personnes transgères où il peut retirer son masque et montrer son vrai visage sans crainte. Sarah entre dans une rage folle à cause de la dernière cascade de Yoro, mais il devient bientôt clair que la vraie menace n'est pas lui, c'est elle. La patrouille arrive dans la communauté et montre sa photo à tout le monde.
Le trio parvient à échapper sous le nez des chasseurs et se cache dans une église où Sarah est forcée d'admettre qu'elle n'a aucune communication avec la Maison-Blanche et qu'elle a pris toutes les décisions par elle-même. Pendant ce temps, Hero, son ami et Nora avec sa fille continuent de vivre dans la commune de Roxane. À première vue, il semble qu'ils aient trouvé un vrai paradis. Il y a de la nourriture, des médicaments et de la sécurité. Mais quand Nora essaie d'éloigner sa fille d'une autre réunion féministe radicale, Roxane explose de rage. Elle leur rappelle qu'elles sont des invitées et doivent suivre ses règles et écouter obéissamment tout ce qu'elle dit. De plus, Roxane fait tout ce qu'elle peut pour faire détester les hommes à la jeune Mackenzie et la faire rejoindre leur mouvement. Une autre de ces réunions est interrompue par une alarme de bataille. Les femmes mettent rapidement en place des barricades et s'arment pour défendre leur supermarché. Les ennemis s'avèrent être un petit groupe de femmes désespérées avec une petite fille. Roxane sort pour les rencontrer, mais elle n'accepte plus d'étrangers dans sa commune. Même un enfant n'évoque pas sa sympathie et elle chasse les réfugiés, refusant d'aider. Pendant ce temps, Allison trouve un prospectus parmi les affaires de Sarah. C'est un avis de recherche pour l'agent. Elle suggère que Yoro devrait s'enfuir pour éviter d'être mis en danger par Sarah, mais le garçon refuse de trahir son amie même s'il sait qu'elle lui cache quelque chose. Ce soir-là, Roxane rassemble sa commune pour une sorte d'événement de célébration. Au début de la cérémonie, elle parle à la foule de Laura, une des membres du mouvement que Roxane appelle fièrement l'Amazone. Au début, tout semble innocent, mais alors que la célébration progresse, Hero et ses compagnons commencent à sentir que quelque chose de très étrange se passe. Laura est d'abord aspergée de terre, puis submergée dans une baignoire, et quand elle refait surface, tout le monde commence à l'appeler par un nouveau nom, Athéna. Trouvant tout cela extrêmement troublant, Sam, l'ami trans de Hero, quitte la salle. Un des membres du mouvement la suit pour l'avertir de ne pas s'opposer à Roxane, mais au lieu de cela, elle ne fait que se mettre en difficulté. Elle est immédiatement convoquée pour une conversation. De retour à la Maison-Blanche, Jennifer reçoit un rapport selon lequel le groupe de recherche a localisé Sarah et prépare une embuscade. Le président commence à s'inquiéter que les éclaireurs puissent aussi trouver son fils, mais à ce moment-là, Allison parvient à convaincre Yoro de partir et la paire s'échappe dans la forêt. La tension monte. Les traqueurs essaient de rattraper Yoro et Allison, mais Sarah neutralise les soldats et détruit leur radio, coupant le signal vers la Maison-Blanche. Cette nuit-là, Nora se réveille au son de cris. Essayant de ne pas faire de bruit, elle jette un coup d'œil hors de la chambre et voit une foule d'Amazones punissant une fille pour avoir parlé à Samedi. Les beautés souriantes s'avèrent être impitoyables, mais Nora décide de ne pas intervenir. Elle veut que sa fille reste en sécurité et pour cela, elle est prête à jouer selon leurs règles. Sarah trouve une camionnette et le groupe continue son voyage vers San Francisco malgré la tentative d'évasion de Yoro et Allison. Naturellement, cela cause encore plus de tension entre eux. Sarah ne fait plus confiance à ses compagnons, ce qui mène à un autre désastre. Elle s'endort au volant et le véhicule s'écrase hors de la route. Après être sortie de l'épave, Allison essaie de trouver Sarah, mais elle n'est plus au siège du conducteur. Au lieu de cela, un convoi de véhicules militaires apparaît bientôt à proximité et ils n'ont rien à voir avec la Maison-Blanche. Jennifer est informée de l'incident ainsi que du fait que parmi les fugitifs se trouvait un homme. Pendant que le président lutte pour détourner les soupçons de son fils, Yoro reprend conscience dans une maison inconnue, au lit avec une femme également inconnue. En sortant du lit, il part à la recherche de son capucin, mais rencontre à la place les gens qui l'ont amené à cet endroit. Les résidents du ranch où Yoro a été emmené semblent assez paisibles. Cependant, il refuse de lui dire où sont ses compagnons. Pendant ce temps, les filles se réveillent dans une cellule de prison, complètement inconscientes d'où elles sont ou comment s'échapper. Jennifer s'adresse aux citoyens survivants de la ville, leur demandant d'accepter l'évacuation et de ne pas inciter le chaos. Dans la foule, le président repère un visage familier, Beth, la petite amie de son fils, qui tout ce temps avait été dans un hôpital. Pendant que Jennifer parle à Beth, Kimberly continue secrètement de persuader Regina de renverser l'usurpatrice et de prendre sa place. Malgré l'atmosphère amicale, Yoro n'est pas libéré. Au contraire, il est jeté dans une cellule avec les filles pour que la communauté puisse décider quoi faire des prisonniers. Pendant ce temps, de sombres nouvelles arrivent. Une nouvelle souche de grippe a été découverte en Grèce. Jennifer se plonge immédiatement dans la résolution de cette nouvelle crise, mais fait aussi face à autre chose. Mara apparaît au centre de commandement exigeant de savoir si les rumeurs sur Yoro sont vraies. L'attente à l'intérieur de la cellule devient insupportable et les tensions éclatent à nouveau. Yoro et Sarah finissent par se battre,
mais la dispute se termine rapidement quand la lourde porte grince et qu'une femme de la colonie apparaît. Elle informe les prisonniers qu'une décision a été prise, ils seront autorisés à rester jusqu'à ce que Sarah récupère. Après cela, ils seront escortés hors de la ville pour qu'ils puissent continuer leur voyage vers San Francisco. Les résidents du ranch fournissent à Sam une chambre séparée. Avant qu'elle ne s'endorme, elle avertit Yoro de rester alerte et de ne faire confiance à personne, mais Yoro est convaincu que Sam exagère le danger. Le ranch semble vivant et tout le monde paraît paisible et gentil. De plus, ils ont beaucoup de nourriture, d'électricité et d'eau, des luxes qui sont rares dans la plupart des régions maintenant. Pendant ce temps, la douleur de Mara devient insupportable. Elle monte sur le toit et fait un pas dans le vide, espérant retrouver son mari et ses fils. Elle laisse un mot à sa fille, s'excusant et l'exhortant à être forte. En même temps, Beth retourne en ville, mais au lieu de retourner chez ses amis comme elle l'avait dit à Jennifer, elle se dirige directement vers un camion rebelle, rejoignant un groupe planifiant un assaut sur la Maison-Blanche. De retour dans la commune de Roxane, Kate, une des Amazones, essaie de quitter le groupe, mais Roxane lui rappelle les règles sévères en tirant sur la fille en fuite dans le dos. Cependant, Roxane n'avoue pas cela aux autres. Elle présente l'incident comme une attaque de nomades pour empêcher d'autres désertions. Roxane ordonne à tout le monde un entraînement intensif aux armes à feu. De plus, Roxane prévoit d'expulser les invités. Nora apprend cela d'un des membres et se précipite vers le leader en la suppliant de permettre à elle et Mackenzie de rester. Aucune supplication ne fonctionne sur Roxane. Elle donne à Nora quelques jours de plus après quoi la femme et sa fille devront quitter la commune. Roxane se souvient comment elle a d'abord trouvé cet endroit et construit la communauté des Amazones. Dès le premier jour, elle en avait été la seule dirigeante. Rien n'avait changé depuis. Roxane continue de dicter les règles et convainc les résidents qu'au-delà de sa protection ne se trouve que danger et mort. Chaque jour, elle tient des réunions où les femmes sont tenues de se rappeler les pires actes des hommes et de renforcer l'idée que Roxane est leur seule source de sécurité. Sam est banni de ces rassemblements et commence à se préparer à partir, prévoyant d'occuper les maisons d'hôtes près du lac et de commencer sa propre communauté. Mais Hero a déjà commencé à tomber sous l'influence de Roxane. Elle n'est plus sûre de vouloir partir. Roxane assiste à une dispute émotionnelle entre Hero et Samedi. Saisissant l'opportunité, elle manipule Hero à nouveau, la convainquant que même un faux homme ne devrait pas lui parler comme ça. À la fin, les amis se séparent et cette nuit-là, Roxane chasse Sam, lui permettant d'emporter un peu de nourriture avec lui. Le lendemain matin, Roxane ne dit pas à Hero qu'elle était celle qui a laissé Sam partir. Au lieu de cela, elle fait tout pour réconforter la fille, organisant même une célébration d'adieu en l'honneur de dire au revoir à toutes les choses masculines. Le festival se termine par une fête bruyante et joyeuse appréciée de tous. Tous sauf Nora. Nora ne parvient jamais à s'intégrer au groupe et pour se venger, elle met le feu au centre commercial pendant que tout le monde dort. Les Amazones parviennent à survivre, mais leurs provisions sont détruites. Nora cache sa satisfaction derrière un masque de tristesse, se fondant dans la foule endeuillée. Satisfaite de ses actions, Nora se prépare pour une évasion nocturne. Elle se dirige dans la forêt pour vérifier ses provisions, mais trouve à la place une voiture de police près de la rivière remplie de corps. Il devient évident que Roxane n'est pas celle qu'elle prétend être et Nora décide d'utiliser cette information à son avantage. Choisissant un moment où elles sont seules, Nora confronte Roxane à sa découverte. Elle promet de rester silencieuse en échange de privilèges. Elle et sa fille doivent toujours avoir accès à la meilleure nourriture, protection et abri. Mais Nora offre plus que juste le silence. Elle promet d'aider Roxane à conserver le contrôle sur le groupe même après la perte de leurs provisions, s'assurant que les gens ne l'abandonneront pas. Roxane accepte les termes de Nora. Elle rassemble ses partisans et prononce un discours fort et enflammé, promettant qu'elles surmonteront toutes les difficultés et conquerront le monde. Pendant ce temps, Sarah récupère lentement et reprend même son entraînement, bien qu'elle continue de souffrir d'hallucinations et de visions. Malgré cela, elle garde un œil attentif sur Yoro qui semble avoir encore une fois baissé sa garde et accordé trop de confiance aux villageois. Les soupçons de Sarah grandissent quand une des villageoises l'approche en posant des questions suspectes sur un dispositif trouvé dans le véhicule accidenté. La fille refuse de révéler ce que c'est, mais elle ne veut clairement pas que Yoro découvre la balise. Sur ordre de Roxane, Hero trouve un autre campement, un groupe de femmes qui ont créé un mémorial pour honorer la mémoire des hommes. Se cachant derrière le prétexte de protéger les droits des femmes, Roxane organise un raid pour voler de la nourriture et des provisions du campement.
Les Amazones déchaînent l'enfer sur les habitantes de la ville du souvenir, mais Nora réalise rapidement que quelque chose ne va pas. Au lieu de simplement prendre de la nourriture et de l'eau, les sauvages détruisent tout dans une frénésie. Nora n'aime pas ce qu'elle voit et essaie de raisonner Roxane, mais la dirigeante dérangée insiste que c'est la bonne voie. Complètement rétablie de sa maladie, Regina Oliver se prépare à renverser Jennifer Brown. Elle demande à ses alliés d'être prêts pour un coup d'État dans 30 minutes. Cherchant un soutien supplémentaire, Regina se tourne vers Kimberly, mais après la mort de sa mère, Kimberly a perdu sa flamme et ne veut plus être impliquée dans la rébellion. En même temps, sous le bâtiment gouvernemental, l'équipe de Beth place des explosifs. Jennifer Brown est convoquée au centre de commandement où elle est accusée de cacher des informations sur Yoro pour protéger son assistante enceinte. Jennifer est forcée d'avouer, admettant que son fils a survécu. Elle révèle aussi qu'il a été envoyé vers une généticienne dans l'espoir de sauver l'humanité, bien que personne ne sache s'il a atteint sa destination. Même ceux qui avaient soutenu Jennifer la veille se rangent maintenant du côté de Regina. Ils exigent que la menteuse démissionne et remette le pouvoir au vrai président. Mais la discussion est interrompue. Une explosion secoue le bâtiment et il devient clair que des intrus ont fait irruption. Les rebelles menés par Beth prennent d'assaut le bâtiment, se frayant un chemin à travers les tunnels souterrains. Ils s'affrontent avec les politiciens et le service de sécurité du président est forcé de déposer les armes et de se rendre. Jennifer reconnaît Beth malgré sa cagoule, mais la fille parvient à lui signaler de rester silencieuse et de ne pas l'exposer. Le désir de Regina d'être président s'évanouit au moment où le danger apparaît. Ainsi, Jennifer Brown doit prendre la responsabilité et négocier avec les rebelles. Répondant à leurs demandes, les rebelles font sortir les otages du centre de contrôle, espérant quitter le bâtiment avec eux sans rencontrer les habitants féroces de la ville. À ce moment-là, Regina commence à affirmer qu'elle est le président légitime et que tout le monde doit lui obéir. Dans un accès de rage, elle accuse tout le monde de trahison, tente d'exposer ses anciens alliés, y compris Kimberly, et comme coup final, annonce que le fils de Jennifer Brown est vivant. Une des rebelles fait taire la femme hystérique d'une balle dans le front, mais le mal est fait. Ces paroles ont été prononcées, et plus important encore, les plans des rebelles sont maintenant jetés dans le chaos. Pendant ce temps, le séjour prolongé de Yoro dans le campement mène à des problèmes. Les femmes affamées d'attention masculine commencent à le chasser, espérant passer du temps avec le dernier homme survivant. Profitant du moment où Yoro est distrait et qu'Allison socialise avec les locaux, Sarah se faufile dans la forêt pour détruire la balise qui transmettait sa position tout ce temps. Les rebelles ont échoué à évacuer les otages à temps. Une deuxième faction rivale libère du gaz lacrymogène à travers le système de ventilation. Des coups de feu éclatent dans les couloirs, les gens se dispersent dans la panique et ceux qui n'échappent pas à temps tombent morts au sol. Beth retire secrètement les menottes de Jennifer et essaie de l'emmener. Le président n'a pas le temps de sauver son assistante enceinte, mais Christine n'est pas laissée seule. Kimberly se lève pour elle. À travers le parking souterrain, les filles parviennent à atteindre une sortie. À la ville du souvenir, parmi les effets personnels, Roxane trouve un carnet listant les noms de tous les hommes survivants. Maintenant, la dirigeante a un nouvel objectif, les traquer et les détruire tous pour libérer la planète. Les Amazones décident de commencer par le jeune homme qu'elles avaient déjà vu une fois, celui qui vit maintenant dans le village voisin. Nora montre à Roxane son portrait, ce n'est autre que Yoro Brown. Beth donne son uniforme à Jennifer. Avant qu'elle se sépare, Jennifer dit à la fille que les paroles de Regina étaient vraies, Yoro est vivant. Roxane et Nora partent à la recherche du village où elles croient que l'homme survivant se cache, mais sentant le danger, Sarah presse ses compagnons de partir rapidement. La nouvelle de leur départ imminent ne plaît pas à Yoro, mais il n'est pas prêt à argumenter avec l'agent. Cependant, il est peu probable qu'il disparaisse à temps. Roxane a déjà localisé le domaine et prépare son escouade à attaquer dans quelques heures. Pendant une réunion, 2 nomades font irruption dans le camp de Roxane. 2. Héros apprend la mort du président. Ne sachant pas que le titre de président n'appartenait pas à sa mère, Héros suppose que c'était elle qui est morte. En réalité, Jennifer est toujours vivante. Ayant pleuré sa fille, elle se prépare à fuir avec Beth. Le président ne peut plus rester dans la ville où une chasse a déjà commencé contre elle. Cette nuit-là, Sam se faufile dans la maison de Jennifer. La femme reconnaît immédiatement l'ami de sa fille et ensemble ils tentent de s'échapper, mais la maison est encerclée. Christine et Kimberly trouvent refuge dans une grange abandonnée. En se réveillant tôt le matin, Kimberly dit à son amie qu'elle sait comment elles peuvent toutes être sauvées.
Elles ont besoin de Yoro pour continuer la race humaine. Et Yoro, il semble, est d'accord. Cette nuit-là, il couche avec une des femmes du village qui avait depuis longtemps jeté son dévolu sur lui. Leur idole est brisée quand les Amazones menées par la folle Roxane prennent d'assaut les rues du village exigeant que l'homme soit livré. Sarah se réveille en sursaut au son des coups de feu. Elle ordonne à la nouvelle petite amie de Yoro de le faire sortir de la maison pendant qu'elle reste derrière pour repousser l'attaque. Réalisant qu'elles sont largement dépassées en nombre, Sarah sort avec les mains levées, prétendant être effrayée par les intrus. Elle fait sortir l'homme translocal, le faisant passer pour le vrai survivant. Un sérieux échange de tirs éclate dans la rue principale. Les sons des coups de feu distraient le convoi de Sarah et elle utilise le moment pour désarmer ses ennemis et s'échapper. Même la petite Mackenzie rejoint le combat, essayant de prouver à Roxane qu'elle mérite sa place dans la commune. Pendant ce temps, Hero rattrape le groupe de fugitifs. Elle leur tire dessus jusqu'à ce que Yoro se retourne. Reconnaissant son frère, Hero se fige, mais la petite amie de Yoro, ignorant la connexion familiale, tire sur Hero. Blessé, Hero parvient à dire à son frère la mort de leur mère et l'avertit que les Amazones ont l'intention de le détruire. Elle presse Yoro de fuir et pour lui gagner du temps, élimine une de ses propres sœurs d'armes. L'échange de tirs dans la ville fait rage, mais de façon inattendue, Nora lève les mains et entre au centre en déclarant leur reddition. Cela met Roxane dans une frénésie, mais personne ne s'en soucie plus. Hero dit à Nora que Yoro est vivant. Cela donne aux femmes une nouvelle force et en retournant à leur camp, Nora décide de déposer Roxane et d'ouvrir les yeux de la fille à la vérité. Mais les mots seuls ne fonctionnent pas. Roxane continue de provoquer Nora jusqu'à ce que Nora lui tire dans la poitrine. Les Amazones stupéfaites lèvent leurs armes, mais Nora trouve rapidement des mots réconfortants pour elle. Hero s'avance pour se tenir aux côtés de Nora et à partir de ce moment, la communauté a une nouvelle dirigeante. Sarah marche plusieurs kilomètres et trouve finalement Yoro et Allison. Le garçon est dévasté. Il a l'impression d'avoir perdu tous ceux qu'il aimait et n'a plus de raison de vivre. En écoutant son ami, Sarah confie qu'elle le comprend mieux qu'il ne le pense. Elle aussi a perdu ses parents dans l'enfance. Sarah dit alors à Yoro que s'il le veut, il peut s'en aller. Elle suivait les ordres de Jennifer et maintenant que Jennifer est présumée morte, leur accord est techniquement annulé. Mais Yoro refuse. Il demande à Sarah de devenir son entraîneur pour qu'il puisse arrêter d'être un fardeau et apprendre à se protéger. Pendant ce temps, Jennifer, Beth et Sam se retrouvent enfermés dans une pièce vide sous des caméras de surveillance. Ils ne le savent pas encore, mais ils ont été capturés par l'ancien supérieur de Sarah du service secret. Suivant le signal de la balise, Sarah mène ses amis vers un véhicule ravitaillé en carburant. Outre l'essence, la voiture contient tout ce qui est nécessaire pour la recherche scientifique et une carte avec un itinéraire marqué. Où mène-t-il? Pour l'instant, cela restera un mystère.